Bienvenue et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Disputandum, votre émission citoyenne hebdomadaire. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet au cœur de l'actualité internationale. La guerre aux portes de l'Europe suscite une vague de solidarité massive, inédite. Les premiers réfugiés d'Ukraine ont rejoint notre sol. Il y a aussi beaucoup d'initiatives individuelles pour aller les chercher et ou acheminer des dons, du matériel. Comment s'organise cet élan? Comment le faire perdurer? À quoi vont ressembler les prochains mois? Autour de la table, en personne ou à distance, j'accueille 5 invités pour répondre à ces questions. Valentina Karulina, vous êtes directrice adjointe de l'école 126 de Dnipro. C'est une école bilingue français-ukrainien. Vous êtes arrivée en Limousin il y a quelques jours. Elena, sur ce plateau à Poitiers avec nous, vous arrivez de Kiev avec votre fils. Jacques Forgeron, vous êtes président de l'association Creuse-Corrèze pour les enfants d'Ukraine, fondée pour accueillir des victimes de Tchernobyl dans les années 90. Jérémy Reynaud, président de la protection civile de la Vienne. Votre réseau d'associations est très sollicité en ce moment par les autorités pour son savoir-faire logistique et secours. Chantal Bernard, co-présidente de l'association Mine de Rien, vous accompagnez depuis plusieurs années les jeunes migrants lorsque l'aide à l'enfance ne le fait pas ou plus. L'association organise notamment leur hébergement et les épaules pour leur orientation professionnelle. Bienvenue à tous. Sentez-vous libre d'échanger entre vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Et vous, derrière l'écran de votre téléordinateur, tablette ou téléphone, vous êtes les bienvenus pour commenter cette émission sur les réseaux sociaux de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais prendre de vos nouvelles. Valentina, Karolina, comment allez-vous ? Ici, pour le moment, en France, je vais très très bien parce que je suis accueillie par mes amis et notre coopération date des années. Il y a plus de 20 ans d'années que nous avons eu la chance, le bonheur de pouvoir organiser des séjours linguistiques de nos élèves en France, en région Creuse-Corrèze, grâce à Jacques Forgeron, à toute son équipe merveilleuse qui nous ont soutenus le long des trajets, le long des échanges. Et heureusement que nous continuons cette coopération. J'ai pu venir au bout de 4 jours passer partout en Europe, essayant de prendre des trains, des bus pour pouvoir rejoindre nos amis. Donc au bout de 4 jours et demi, je me suis retrouvée à la souterraine. Oui, Ça s'est très très bien. Avec beaucoup de sérénité, on l'imagine. Elena, et vous, comment allez-vous ? Merci, ça va mieux. On est en sécurité avec mon petit enfant qui a 7 ans. C'est un petit-fils. Et donc, ça va beaucoup mieux. Merci. Merci à les gens qui nous ont accueillis. Et ouais, c'est plus calme, en fait. On dort plus calme. Et pour nous faire une première idée de ce que vous venez de traverser, nous allons voir ensemble un premier reportage. C'est celui envoyé par l'une de nos équipes samedi depuis la frontière entre Ukraine et Moldavie. Ils y ont rencontré des réfugiés accueillis dans un camp monté par les pompiers de l'urgence internationale de Limoges. Regardez. Des réfugiés descendent d'un bus, d'autres en remontent, un va-et-vient permanent. Nous sommes dans le camp de transit qui vient d'être installé. Des centaines de personnes font une pause, se nourrissent, se réchauffent, avant de repartir. Les unes iront en Pologne, d'autres en Roumanie. Les plus chanceuses, encore plus à l'ouest. Des femmes avec leurs enfants, les visages sont fermés, elles acceptent rarement de témoigner. Et quand elles le font, c'est avec retenue que ces Ukrainiennes nous livrent leur terrible histoire. Ils ont détruit ma maison. J'étais effrayée, donc je suis venue. Ma mère est là, mais mon père est resté en Ukraine, il doit se battre. C'est la guerre et je ne peux pas étudier dans mon propre pays. J'avais prévu de partir étudier à Kiev, mais là, je ne peux plus, ça me rend vraiment triste. Un peu plus loin, Tania, avec une autre maman, s'apprête à reprendre la route. Elle ne veut pas se retourner, soulagée d'être sortie de l'enfer. Ça va mieux ici, je me sens plus détendue, plus calme. Parce qu'en Ukraine, j'avais peur pour ma vie et celle de mes enfants. En voyant que la situation ici est paisible, je me sens beaucoup mieux. Mais Palenka, c'est aussi un camp d'accueil, avec ses tentes uniformes. Les réfugiés restent ici 2-3 jours. Elles ont tout perdu et sortent rarement de leur abri. Devant les bénévoles des pompiers de l'urgence internationale,
Sergueï et son collègue du Bureau des migrations et de l'asile, le BMA, décrit ce camp. Difficile de savoir combien de réfugiés vivent ici, mais tout est prêt pour en accueillir de nouveaux. Vous en attendez d'autres réfugiés? C'est possible. Ils viennent, ils allaient à l'autre centre de la capitale ou à un autre centre de la Roumanie, à Hongrie. Ne restent pas ici. Quelques personnes. Parmi ces survivantes de la guerre, des Françaises. 200 ont déjà séjourné dans ce camp, selon ce représentant des affaires étrangères, chargé de participer aux opérations d'évacuation. Des Français qui sont arrivés en voiture, d'autres qui sont arrivés à pied et puis qu'on a aidé à traverser et à remonter, à prendre des bus, et aussi leur famille ukrainienne quand c'est le cas. À 500 mètres de là, sur ce qu'on appelle désormais la route verte, celle de l'espoir. Des bus continuent d'arriver lentement, avec à leur bord de nouvelles familles qui en rejoindront d'autres de ce côté-ci de la frontière, loin de leur pays dévasté, loin des bombardements ordonnés par Vladimir Poutine. Valentina Karolina, comment on en vient à cette décision-là de tout quitter, de quitter son pays, tout ce que l'on possède? C'était pas très facile, je l'ai pas fait tout de suite, je l'ai pas prise tout de suite cette décision parce qu'il m'a fallu presque 2 semaines. Donc c'était vraiment compliqué de laisser tout à part, d'oublier ses collègues, sa famille, ses proches, mais je comprenais que j'avais une fille, une enfant de 11 ans. Et ça, c'est le plus cher que j'ai. Je pouvais plus rester. Je comprenais que je devais agir, mais agir comment? J'avais les pour, les contre. C'était vraiment compliqué. Mais au bout d'un moment, après avoir parlé par Skype, par Facebook avec Jacques, j'ai pris la décision. Et j'ai décidé qu'il faudrait partir, qu'il ne fallait plus rester. Sinon, je pourrais jamais venir quelque part. Je pouvais rien prévoir en Ukraine. Je n'étais sûre de rien. C'était vraiment compliqué d'attendre ces heures pour aller voir dans des applications, des messages envoyés qu'il y avait des attentes aériennes. Et après aller se cacher quelque part, soit courir vers l'école qui était assez proche à 10 minutes de chez nous, soit trouver 2 murs dans l'appartement pour pouvoir se cacher et pour être dans une certaine sécurité. C'était comme ça les derniers jours. Votre ville, Dnipro, a été durement bombardée justement ces derniers jours. Comment est-ce que vous prenez des nouvelles de vos proches toujours là-bas? Je communique souvent avec mes amis, mes proches, mes élèves, grâce aux applications que j'ai sur mon portable. Et il y a beaucoup d'élèves déjà de mon école qui sont partis dans des pays tout à fait différents, de tous les côtés du monde. Il y a beaucoup de collègues qui sont partis. Il en reste ceux qui hésitent pour le moment. Ils m'écrivent des messages, ils me demandent comment ça, si c'est compliqué, si c'est dur de pouvoir traverser la frontière. Tout le monde attend. Les gens qui sont restés attendent pour le moment, mais ils sont prêts à partir déjà. Elena, qu'est-ce qui vous a décidé à partir, vous? C'est retenir la vie de mon enfant et moi-même, parce que les bombes et puis les raquettes elles sont tombées vers nous, quoi, et on n'avait pas le choix, quoi. On a pris nos sacs, ce qu'on avait, et puis on est parti vite fait. C'était devenu une urgence pour vous, oui, une c'était évidence. devenu une urgence, oui, parce qu'on a attendu, on ne voulait pas partir, c'est sûr. Mais oui, ça devenait très, très dur. Votre mari, lui, est là-bas pour combattre? Oui, pour tenir l'Ukraine, oui, bien sûr. C'était pas possible de fuir tous ensemble? Ça aussi, ça a été un moment de discussion? Non, il faut se tenir, il est resté pour soutenir l'Ukraine. Il peut pas... C'était pas envisageable autrement? Voilà. Racontez-nous votre périple. Quel pays est-ce que vous avez traversé? Comment est-ce que vous êtes arrivée jusqu'en France, Elena? Oui, on a traversé la frontière. Et donc, les gens, par Internet aussi, on a eu des gens qui nous ont proposé de passer la frontière entre Hongrie,
Ukraine, Hongrie. Après, c'était les autres pays, c'était Slovaquie. Oui, on a passé tout ça en bus avec les autres personnes, les autres Ukrainiens. Et donc, oui, c'était très, très long. Et donc, long, fatigant, bien sûr. Mais vous saviez où vous alliez, quelle était votre destination? Ou c'était juste oui, la oui, France c'était pour sans la plus de... France, en Oui. fait. C'était la France, ouais, on savait déjà. Et donc, après, Poitiers, comment ça s'est décidé, cette partie-là? bah, c'est que les gens, ils viennent de Poitiers, en fait, qui venaient chercher, les gens français, des bénévoles, hein, Mm. et ils ont venu chercher... De l'association Ukraine Libre, Voilà, c'est ça? ouais, c'est ça. D'accord. Ils ont venu chercher les gens qui ont besoin. Madame Karulina, vous, comment est-ce que vous êtes arrivée jusqu'à nous? Quelles difficultés avez-vous rencontrées dans ce grand voyage? Nous sommes partis lundi dernier, très très tôt le matin, en bus avec les parents d'un des garçons de notre école. Et pour pouvoir traverser le territoire ukrainien, il nous a fallu contourner plusieurs territoires parce qu'il y avait des bombardements. La nuit, on s'est arrêté pour dormir dans des écoles en sous-sol parce qu'il n'y avait plus de place à l'hôtel. À l'ouest d'Europe, tout était comblé. Donc, il y a 2 jours pour venir à la frontière avec la Slovaquie parce que là-bas, il y a moins de gens passants. Donc, c'était beaucoup plus facile de traverser. Une fois retrouvés en Slovaquie, c'était vraiment très hospitalier. Les gens venaient, les gens couraient nous accueillir. Il y avait des boissons chaudes, des repas chauds pour les enfants. Il y avait tout ce qu'il fallait. Et ils nous accompagnaient en bus en disant qu'on nous admire, qu'on admire le peuple ukrainien qui défend son territoire. Il y avait des femmes qui montaient, des volontaires qui, elles aussi, étaient ukrainiennes. Et les larmes aux yeux, ils nous souhaitaient bon voyage, bon retour en Ukraine. Donc, à partir de la Slovaquie, on a passé par Košice, par les villes polonaises. C'était assez facile pour nous parce qu'on a un portable, tu peux suivre les itinéraires des trains, des bus et tout ça. Avec les bus, c'était un peu plus compliqué. Donc, tout le trajet qu'on a fait, après par l'Autriche, on est passé par Vienne, de Vienne par Francfort. Après, c'était Karlsruhe, une petite ville allemande, pour pouvoir descendre et prendre le train pour Paris. Et c'est juste à Paris qu'on a pris le train pour la souterraine. C'était vraiment très compliqué. J'ai compté, c'était 7 trains qu'on a pris, mais ça vaut la peine parce que maintenant je suis calme, je suis tranquille et je comprends bien que je pourrais être utile ici, et être utile aux familles, aux enfants, aux élèves ukrainiens qui viennent, qui parlent français, qui ne parlent pas français. Ça m'est égal, que je peux les soutenir ici et être utile à tous ces gens qui viennent. Et l'essentiel des réfugiés, on le voit, se concentre en Pologne et dans les pays limitrophes de l'Ukraine. 3 des 44 millions d'habitants de ce pays ont fui depuis le début du conflit. En une vingtaine de jours, 15 000 réfugiés ont rejoint la France. Monsieur Reynaud, vous me disiez que les images de cette guerre-là rappellent de mauvais souvenirs aux plus âgés d'entre nous. Oui, c'est ça. Lorsqu'on a eu des personnes qui sont venues nous donner des dons en matériel, en effet, certains nous ont témoigné en fait des souvenirs un peu douloureux qui ressortissaient sur des temps entre guillemets anciens, mais c'est ce qui a fait également que cet appel à la générosité a été amplement suivi. Monsieur Forgeron, vous qui connaissez bien l'Ukraine depuis plusieurs décennies, vous vous attendiez à une telle évolution? Je dirais malheureusement non, comme tous les Ukrainiens avec lesquels on était en contact. Et je dirais que naïvement, donc la veille du 24, j'étais invité par vos confrères de France Bleu Creuse, et le matin, et j'étais pas optimiste si vous voulez, mais pas forcément pessimiste, et tout le monde ne pensait pas que la catastrophe allait arriver le lendemain. Chantal Bernard, dès le début de cette guerre, très vite, des mobilisations de soutien se sont organisées. Vous me disiez que cette actualité, ça permet aussi de réajuster notre regard sur la France? Oui, parce que les gens arrivent, ils sont très heureux de se sentir en sécurité. Et puis, quand on les héberge, on redécouvre effectivement à quel point la France est un beau pays, est un pays où on a un bon système de santé, où effectivement on peut se sentir bien.
Donc, on redevient plus fier de la France. En tout cas, beaucoup des gens dans notre association ont une meilleure image de la France, sauf quand l'administration devient très tatillonne et empêche les gens d'avoir l'autorisation de travailler. Là, notre administration, c'est vraiment un millefeuille très compliqué. Alors pour accueillir ces réfugiés, la France applique pour la première fois la protection temporaire. Monsieur Reynaud, comment ça marche? Ça donne un petit peu plus de souplesse administrative? Alors oui, en lien avec les services de la préfecture, il y a des procédures accélérées qui ont été mises en place pour pouvoir accueillir le plus rapidement possible ces familles-là. Ça a été déclenché au niveau du ministère de l'Intérieur. Ça permet d'accueillir en effet plus rapidement ces personnes-là et de pouvoir les héberger rapidement dans des familles qui se portent volontaires pour cet accueil-là. Ça donne aussi de la souplesse par la suite pour d'éventuels travail? Oui, ça permet en tout cas de mieux s'organiser, d'avoir en effet un peu plus de souplesse par rapport à ce qui peut se faire d'habitude, à situation d'urgence, fonctionnement un peu d'urgence également. On a pu bénéficier de ces services-là de l'État qui ont pu mettre en place toutes ces procédures entre guillemets accélérées. Donc ça permet de mieux anticiper entre guillemets en urgence les différents besoins qui nous sont remontés. Et entre autres l'accès aux soins? Oui, tout à fait, oui, par des parcours déjà qui existent, déjà au niveau étatique, mais qui ont pu être facilités pour pouvoir accueillir ces personnes-là qui auraient besoin de soins médicaux d'urgence ou un peu moins d'urgence, mais qui permet une prise en charge assez rapide et efficace. Dans quel état moral arrivent les personnes? Les premiers retours que l'on a eus sont des personnes entre guillemets soulagées d'une partie d'être en sécurité sur le territoire français, d'être éloignées un peu de ces zones de guerre, mais également déchirées par l'idée d'avoir dû abandonner un peu leur patrie, leur maison, leurs souvenirs. Ils sont partis avec très peu d'affaires, très peu de choses. Donc c'est également un réel déchirement. Et là où nos bénévoles ont également leur intérêt, c'est que certains sont formés à la sociopsychologie et qui peuvent en effet accueillir les familles ukrainiennes qui seraient un peu en détresse psychologique de fait de cet éloignement avec leur patrie. Elena, le fait d'être accueillie dans une famille, ça compte pour amortir le choc d'une certaine manière? Oui, un petit peu, oui. Vous pouvez échanger librement, raconter? Ça change, ça remplace, vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est que c'est plus facile d'être accueilli dans une famille, peut-être, dans une maison, plutôt que d'être dans un camp, comme on a pu l'apercevoir dans le reportage précédent. Oui, bien sûr qu'on est mieux, on est comme chez nous, quoi. Enfin, pas comme chez nous, mais quand même être dans une maison, vous voyez? Une maison comme une famille qui habite là, normale, pas dans un camp, oui, c'est bien pour la première fois. C'est bien, mais pour notre esprit, oui, pour un enfant qui a l'habitude d'être dans une maison normale et vivre normalement une vie, aller à l'école aussi, pour pouvoir vivre la vie suivante. Ouais, c'est mieux une maison ou un appartement que dans un... Oui, pour une personne adulte. C'est plus apaisant. Oui, voilà. Et donc... ça peut être... Non, mais pour tout le monde, pour toutes les gens, c'est mieux d'avoir une maison, ça c'est sûr, ça c'est clair. Et donc, ouais. Madame Karulina, ça a participé de votre choix de savoir que vous alliez avoir cet accueil-là auprès d'amis, de connaissances? Oui, pour moi, c'était en tant qu'une personne âgée de 42 ans, c'était vraiment compliqué de pouvoir tout quitter, de me retrouver un jour toute seule avec ma fille. Mais heureusement, j'ai une famille d'accueil vraiment merveilleuse, fantastique. C'est ma collègue française. Et l'essentiel, c'est de pouvoir partager, de pouvoir parler, ne rien cacher parce que, en tant qu'une personne adulte, donc c'est vraiment compliqué, même pour nous, pour les adultes, de rester calme et tranquille. Il faut partager, il faut une personne à qui tu puisses confier tout ce que tu as dans ton âme, sinon ce serait vraiment compliqué, ça te déchire. Donc, bien sûr, je communique tout le temps, chaque seconde. Il y a des moments quand Isabelle Mazera me soutient tout le temps et j'essaie de faire mon meilleur parce que sans elle, je sais pas, sans le soutien de l'association, je sais pas ce que je ferais. Chantal Bernard,
jour, tu as des projets, tu planifies beaucoup de choses. Un Mm. jour, tu te réveilles, tu comprends que tu n'as plus rien. Tu as un petit sac à dos, tu as ton enfant, tu as la possibilité d'aller partout dans l'Europe et rien de plus. Donc tu es zéro pour le moment. Tu n'as rien. D'où l'importance de ce soutien. Chantal Bernard, c'est aussi ce que vous proposez dans votre association à ces jeunes qui se retrouvent seuls. Oui, alors nous, effectivement, nous n'avions pas de formation au départ quand nous avons commencé en 2016. Il y avait beaucoup de jeunes étrangers isolés dans la rue. On a appris petit à petit et maintenant, donc, quand on confie un jeune à une famille, on explique que ce jeune, probablement, il vient de vivre des choses difficiles. Donc, il ne faut pas trop lui poser de questions parce qu'on n'est pas forcément prêt à recevoir des récits très douloureux. Ça demande une certaine formation. Donc, il faut faire confiance à des gens qui sont dans notre réseau, qui sont des psychologues, qui donnent des heures bénévoles, par exemple, ou des associations qui donnent des heures d'écoute ou quoi. Et qu'il faut observer la personne et voilà, essayer de respecter ce dont elle a besoin, elle, en ce moment. Et donc, une personne qui vient de vivre quelque chose de traumatisant, elle peut ne pas avoir très envie de parler ou au contraire avoir besoin de beaucoup échanger. C'est vraiment par l'observation qu'on peut en faire une belle aventure humaine, une belle rencontre. Nous en venons au travail de votre association, Monsieur Reynaud. Depuis 2 semaines, les bénévoles de la protection civile s'activent partout en France pour envoyer des dons en Ukraine. Rencontre avec quelques-uns d'entre eux dans les Deux-Sèvres et la Vienne. Un énième camion de dons au départ de Niort ce matin. Il faut vraiment que ce soit bien plat au-dessus, que ce soit carré. Comme partout en France, ces bénévoles de la protection civile travaillent sans relâche. On n'a pas de salariés, donc c'est quand même un travail assez conséquent, plus que d'habitude, de 6 heures et des fois jusqu'à 22 heures, voire plus. Hier, pour tout finaliser, ça a été jusqu'à presque minuit pour certains de nos équipes. Certains auraient voulu partir aider en Pologne, mais l'ampleur du travail de collecte en France est immense. Il faut des petites mains partout. Et le but du jeu, c'est que ça se passe bien. Donc il faut une bonne et belle coordination. Un dispositif efficace aussi grâce au soutien des entreprises locales. Ce camion et le service de son chauffeur sont offerts par un transporteur de Vendée. Il part direction Limoges, puis Strasbourg où tout est rassemblé. Pendant ce temps, d'autres dons continuent d'arriver en masse dans tous les locaux de la protection civile. Bonjour. Ça va? Ouais. Alors vous nous amenez quoi là? Ici, près de Poitiers, des tonnes de dons de particuliers apportés par les mairies. Il faut les ranger, les trier et les réemballer. Nicolas Roger a mis sa vie professionnelle de côté. J'ai pris quelques jours de congé. Et puis après, c'est en sortant de mon travail, je viens ici. Et puis la nuit, on dort peu d'heures, mais bon, on est toujours là. À l'intérieur, sur plus de 300 mètres carrés, des dons à n'en plus finir. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est sur la pièce où on stocke toute la partie couverture et duvet. Donc il y en a beaucoup, on arrive un peu aux limites. Est-ce que la stratégie doit changer? Oui, du coup, voilà, on nous a demandé un peu d'orienter, de passer des dons matériels aux dons financiers, dans le but de pouvoir financer du matériel très spécifique, des défibrillateurs, des respirateurs, des pousse-seringues. Du matériel de pointe, très cher, mais de plus en plus nécessaire avec l'intensification des combats. On vous a aperçu dans ce reportage, Monsieur Reynaud. Vous êtes toujours submergé à l'heure actuelle? Oui, même si on nous a demandé un peu de temporiser un peu les dons matériels à présent, on a toujours des communes et des particuliers qui nous appellent constamment tous les jours pour donner tout ce qu'ils ont pu récolter. Pourquoi on vous demande de temporiser? Qui vous demande de temporiser? Bon, en fait, c'est en lien avec la Fédération nationale de protection civile et les autorités ukrainiennes qui ont reçu en l'espace de 15 jours, rien que de par notre réseau, 150 tonnes de matériel. Donc il faut maintenant les dispatcher au niveau de la frontière ukrainienne pour que ça intègre les corridors humanitaires qui sont rares et de courte durée. Donc c'est surtout sur le terrain à la frontière ukrainienne que c'est un peu compliqué à dispatcher directement aux populations qui en ont besoin. C'est ça, il faut arriver à garantir que ça arrive aux personnes à qui on les destine. C'est tout l'objectif. Si c'est juste pour que ça reste stocké en Pologne, ça n'a pas forcément un grand intérêt. Donc il y a une partie qui reste en Pologne pour les réfugiés qui passent la frontière, mais il faut que la majeure partie soit distribuée sur le terrain, sur les populations sinistrées qui n'ont pas la possibilité ou qui ne font pas le choix de quitter leur pays. Ces personnes-là ont besoin d'assistance et c'est pour ça qu'il faut que ces dons arrivent au plus près d'eux. D'où la nécessité de passer par ces fameux corridors. Et là, c'est là qu'il y a de la complexité encore et beaucoup... C'est là que c'est complexe en effet, parce qu'on peut le voir tous les jours via les médias. Le nombre de corridors humanitaires sont très restreints. La Russie autorise très peu de corridors sur des durées très courtes. Et certains corridors ne sont même pas sécurisés à 100%.
Certains sont obligés de temporiser parce que quelques kilomètres devant, il y a des bombardements qui sont en cours, donc il ne peut pas avancer. Donc ça met beaucoup plus de temps que prévu et du coup, le stock ne diminue pas beaucoup malheureusement et n'arrive pas en temps voulu au niveau des populations qui en ont le plus besoin. Aujourd'hui, vos bénévoles n'entrent pas sur le territoire ukrainien? Vous Non, passez le relais? aujourd'hui, on a entre 150 et 200 bénévoles qui sont en Pologne, à la frontière ukrainienne, qui sont là voilà, pour orienter les dons et pour aider au conditionnement. Mais c'est surtout en lien avec les associations locales ukrainiennes qui prennent le relais après sur le territoire. On évite de faire entrer en effet des bénévoles sur le territoire ukrainien. Parce que trop risqué. Trop risqué, malheureusement, oui. Madame Karulina, un mot de réaction par rapport à ça? Qu'est-ce que ça vous inspire, tous ces dons? C'est le soutien partout en Europe. Pendant le voyage, on a vu ça, tout ce soutien, une fois le mot Ukraine prononcé. Donc tout le monde se dépêche vers toi, tout le monde te soutient, t'explique, te dirige. Et ça vraiment, c'est ce qu'on ne peut pas déterminer par les mots. C'est juste les mots de remerciement pour le soutien, pour l'engagement. Elena, qu'est-ce que ça vous inspire de voir qu'il y a une telle masse de dons et de pensées qui viennent vers l'Ukraine? Ouais, merci beaucoup, hein. Merci, c'est un gros merci. Pour soutenir l'Ukraine, tout le monde il veut aider, il veut soutenir la France. Merci beaucoup, hein. C'est ce que vous avez pu observer aussi, d'ailleurs, à travers votre propre voyage? Ouais. C'est-à-dire que vous êtes arrivée parce que les bénévoles de l'association Ukraine Ils Libre ont apporté des choses humanitaires, oui, pour l'Ukraine, bien sûr. Et mettre à cette place-là les gens sur place pour les transporter en France, pour le trajet pour retour. être en plus en sécurité. Ouais. Monsieur Forgeron, quelles actions votre association a-t-elle menées à l'occasion, triste occasion, de ce conflit? Alors, actuellement, il y a un bus qui est en phase d'embarquement, entre guillemets, donc à la frontière polonaise et qui va ramener, je pense qu'il va partir dans les minutes qui viennent avec 57 Ukrainiens à bord qui vont arriver à Savory, donc petite commune à côté de Guéret. Alors, je voudrais préciser quand même qu'il y a plusieurs types d'accueil, plusieurs types de publics qui vont être accueillis. Et effectivement, donc aussi bien Elena que Valentina sont arrivés, j'allais dire, avec un certain nombre de facilités, parce que on les connaissait en Ukraine et en France, il y avait également des accueils possibles. Donc ça, c'est des arrivées individuelles, on va dire, qui sont assez faciles à gérer. Dans le bus qui va arriver tout à l'heure, c'est une arrivée collective. Donc il va être très difficile de les accompagner, j'allais dire, famille par famille. D'autant plus, et ça je voudrais bien le repréciser, pour que tout le monde insiste bien là-dessus, c'est que c'est un accueil qui va être dans la durée et un accueil qui va être très 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 lourd. Alors, tout à l'heure on parlait des dons en matériel, je crois qu'il va falloir en garder une partie, même une grande partie, sur le territoire français pour les Ukrainiens qui vont arriver. Parce que les chiffres officiels vont bientôt arriver, quand tout le monde va voir le nombre de personnes qu'il va falloir accueillir par département, vous allez voir, c'est assez faramineux. Donc il faut quand même que l'on garde effectivement un certain nombre de choses qui sont stockées en ce moment pour ces gens qui arrivent le plus souvent sans pas grand-chose, parce que, encore une fois, on va dire que ceux qui sont arrivés jusque-là, ils ont pu emporter quelques affaires, ou ils sont effectivement dans une famille qu'ils connaissent. Ceux qui arrivent maintenant, ils sont dans les centres d'hébergement à la frontière. Et ils n'ont pratiquement rien. Donc quand ils vont arriver, ils auront besoin de tout. Accompagnement matériel, mais aussi, tout à l'heure ça a été évoqué un tout petit peu, un accompagnement au niveau de la santé. Parce que souvent, ils vont arriver avec des traumatismes. Et ça, je voudrais bien dire aussi qu'au niveau du département de la Creuse, on a la chance d'avoir eu l'écoute très 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 vite de la préfecture, du conseil départemental et de l'association des maires qui nous a permis très très vite de mettre en place une coordination, donc sous l'égide de ces trois institutionnels, et tout le monde travaille dans le même sens et se serre les coudes de façon à apporter une aide adaptée, parce que souvent, il y a eu ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu une grosse émotion
de la population française les 2 dernières semaines, il ne faudrait pas que cette émotion, cette solidarité s'éteigne un tout petit peu et s'étouffe un tout petit peu, parce qu'on aura besoin de beaucoup de choses. Et j'insiste bien sur le terme beaucoup, c'est pour ça que je me permets de le citer à plusieurs reprises. Et juste pour terminer, donc pour cet accueil collectif donc, de demain soir, donc c'est la mairie de Saint-Maury qui s'est mobilisée pour mettre à disposition 11 logements de différentes tailles en fonction de la taille des familles qui vont arriver, en sachant qu'il faut déjà penser à l'après, parce qu'il va y avoir un hébergement d'urgence. Et un hébergement dans la durée. Il va falloir penser ensuite à un hébergement pérenne pour ces gens qui vont rester. Et j'insiste bien là-dessus, logement, mais également accompagnement. C'est-à-dire que tout le monde devra être là à côté d'eux. Et après, on parle d'insertion, de formation, etc. Donc, vous voyez, ça va être très lourd. Il faut que la mobilisation continue à se faire, même si effectivement, je rejoins tout à fait la personne qui intervenait tout à l'heure en disant que pour l'instant, on a beaucoup de choses qu'on ne peut pas écouler. Ok, mais ne laissons pas retomber la solidarité, parce qu'on en aura besoin sur des semaines, des mois et des années. Ça, j'insiste bien là-dessus. Monsieur Reynaud, je vous voyais au Pinet du Chef quand Monsieur Forgeron nous parlait de beaucoup plus de réfugiés qui vont arriver. On vous a donné un ordre d'idée? Alors, l'ordre d'idée aujourd'hui, on l'a pas forcément, on n'a pas encore les chiffres officiels de la préfecture de la Vienne, mais c'est vrai que je voulais rebondir à ce que disait Monsieur Forgeron, c'est que ce stock-là de matériel va bien évidemment également servir à l'accueil de réfugiés sur notre territoire de la Vienne. On a déjà commencé à constituer, entre guillemets, ce qu'on appelle des stocks stratégiques au niveau de notre local. C'est-à-dire que ce qu'on a réceptionné, tout ne va pas partir en effet en Ukraine ou en Pologne. Et il y a une partie qui va rester, que ce soit l'hygiène corporelle, des vêtements, des choses comme ça, qui va rester sur le territoire de la Vienne pour pouvoir anticiper l'arrivée un peu plus massive de familles ukrainiennes par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui. Il y a un besoin de cadrer. On parlait de cet élan important. Il ne faut pas non plus des propositions fantaisistes. Il faut penser dans la durée. Voilà, c'est pour ça qu'il est très important de remonter toutes ces initiatives individuelles qui sont de qualité, hein, mais de les remonter à la préfecture pour que la préfecture de la Vienne ait une image d'ensemble de l'accueil qu'il va falloir préparer au niveau de notre département et d'anticiper les besoins techniques et matériels qu'il va y avoir derrière. On parlait d'accueil dans des logements privatifs. Mais lorsque les nombres de familles va augmenter, il va sans doute falloir passer par des étapes intermédiaires que sont des réquisitions de gymnases, par exemple, comme on peut le voir sur certaines catastrophes naturelles. Et donc dans ces cas-là, et si on anticipe, eh ben on a toute la possibilité de pouvoir accueillir décemment ces familles. Et pour tous ces réfugiés qui nous rejoignent, on l'a dit, c'est la fin d'une longue route, le début d'autre chose. Il y a quelques jours, 51 Ukrainiens ont débarqué en bus à Sainte-Soule, en Charente-Maritime. Des témoignages poignants recueillis par Éric Vallet et Joël Bouchon. Après plus de 2000 km et plus de 2 jours de route, le bus arrive à Sainte-Soule. D'habitude, ces membres d'une école de danse de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, viennent ici pour se produire en spectacle. Cette fois, ils sont réfugiés pour fuir la guerre, en laissant une partie de leur famille derrière eux. C'est vraiment une décision très difficile de rester famille à Lviv et venir ici, mais quand même, on est là. Oui. Et bien sûr, tout le monde a pleuré. Tout le monde a pleuré et on va pleurer. Mais on espère revenir à l'Ukraine plus vite. L'association Les Joyeux Petits Souliers, qui fait venir régulièrement ses chanteurs et danseurs en France, a lancé un appel pour trouver des familles d'accueil. La réponse a été rapide. Depuis 8 jours, le téléphone n'arrête pas de sonner, la boîte mail est pleine. Nous avons 3 bénévoles derrière l'écran qui tous les jours répertorient toutes les familles qui s'annoncent, soit pour de l'accueil ou alors après pour des coups de main. On ne s'est pas posé de questions en fait. C'était naturel, normal pour nous d'accueillir. On a les deux enfants qui sont étudiants maintenant, qui sont partis de chez nous. On a de la place pour accueillir et ouais, ça nous paraît complètement normal. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est pas grand-chose, mais bon voilà. Donc c'était une évidence.
Le voyage a aussi été rendu possible par la mobilisation de la Régie des Transports Rochelais. Elle a affrété un car et son directeur et 6 chauffeurs se sont relayés pour le ramener à bon port. Un peu l'émotion. L'émotion de qu'on était à Lille, que les familles se sont séparées, qu'on a dû partir. Tout le monde pleurait et c'est poignant, quoi. C'est touchant. Ouais. Voilà. Vous êtes prêts à repartir, vous? Ouais. Ah oui, on est prêts à aucun problème. Ces Ukrainiens-là sont aujourd'hui hors de portée des bombes et peuvent entonner en sécurité l'hymne de leur pays. Madame Bernard, accueillir des personnes étrangères chez soi, ça ne s'improvise pas. Quel conseil est-ce que vous pourriez donner à ces gens qui sont enthousiastes, et c'est bien? Nous, on a appris à être le plus simple possible. Il ne faut pas faire au-delà de ce qu'on se sent capable de faire. Et une des phrases magiques, c'est qu'est-ce que je peux faire pour vous? Aussi bien du côté des étrangers qui arrivent dans une famille et qui sont très déboussolés, mais qui ne connaissent pas nos codes, notre manière de fonctionner. Donc voilà, qu'est-ce que je peux faire pour me rendre utile? Et du côté de ceux qui accueillent, quand on ne sait pas, nous ce sont surtout des adolescents qu'on accueille, donc on ne sait pas où ils en sont, exactement de quoi ils ont besoin, donc le demander simplement, c'est une bonne recette. Observer et puis ne pas aller au-delà de ce qu'on se sent capable de faire. C'est-à-dire il ne faut pas faire culpabiliser les gens qui ne se sentent pas capables, même s'ils ont beaucoup de place dans leur maison, d'accueillir des adolescents ou des familles. Mais ils peuvent aller par contre vers leurs voisins qui, eux, accueillent et dire est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider? Parce que ces familles-là, oui, si l'accueil dure, elles auront besoin à certains moments de relais où les besoins peuvent être variés. Et c'est pareil, on peut aller vers les associations, dire est-ce que je peux faire, on voit qu'il y a besoin de beaucoup de logistique par exemple. Nous, on a besoin de gens qui font du secrétariat, qui donnent des cours de français, qui accompagnent chez le médecin, il y a plein de besoins différents. Donc dire est-ce que je peux faire quelque chose? Ou sinon, verser de l'argent, oui, ça peut aider. Je crois qu'il faut vraiment qu'on forme un réseau et puis qu'on essaye d'être vraiment sincère et simple, dire les choses simplement, parce que quand on a des cultures différentes, ça peut être embarrassant si on n'ose pas dire là, désolé, mais je préférerais que vous touchiez pas à ça ou que l'enfant il ne fasse pas telle chose. Ouais. Il vaut mieux le dire en fait, simplement. Les gens seront plus à l'aise. Elena, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, c'est qu'on voudrait bien aussi aider aux gens qui sont venus, les Ukrainiens. Enfin, moi, je sais un petit peu parler français, bien sûr, que je peux aider aux autres, de traduire des choses, aider, passer un coup de main, aider plein de choses, quoi. Je suis ouverte pour aider. Disponible et volontaire pour ça. On vous sentait très ému de voir vos compatriotes arriver aussi. Ouais, c'est super. Oui. C'est des moments de vie importants. Je voudrais rajouter quelque chose aussi. Ce sont des personnes qui sont momentanément vulnérables, mais il faut aussi qu'on les regarde comme des personnes qui ont tout un potentiel, qui ont plein de richesses. Alors nous, si j'en reviens sur les adolescents qu'on accueille, c'est peut-être des futurs champions de foot, ou on a déjà connu des jeunes qui ont fait des choses magnifiques, quoi. Donc il faut aussi qu'on les regarde comme des gens qui peuvent apporter quelque chose à notre pays. Et pas comme des victimes. C'est ça. Et déjà, on le voit, Elena est prête à aider, donc à sortir aussi de cette posture. Ça aide à aller mieux. Oui, parce qu'on les regarde comme des personnes et puis qu'on leur redonne foi en la vie en leur disant, en communiquant cette sensation que déjà ils nous apportent quelque chose parce qu'ils apportent chez nous de la jeunesse et puis ils nous apportent la connaissance de leur pays. On va pouvoir échanger avec eux, ça remplace les voyages qu'on n'a pas pu faire ces derniers temps. Et puis ils vont continuer. Il y a des écoles qui peut-être ne fermeront pas grâce à ça. Il y a des métiers, on cherche à l'heure actuelle des gens pour faire de l'aide à la personne ou de la cuisine de collectivité, ces personnes peuvent le faire. Monsieur Forgeron, je vous vois nous faire signe. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Oui, je voulais apporter un témoignage par rapport aux personnes qui voudraient des initiatives pour aller chercher des Ukrainiens, notamment à la frontière polonaise. Jusqu'à la semaine dernière, tout le monde pouvait y aller et faire un petit peu, et comment je ne vais pas employer de bons mots, mais pouvait aller dans les centres d'hébergement et faire monter dans le bus tous les Ukrainiens. Mais, alors je ne dis pas que ce sont les Français, mais il y a eu un certain nombre d'abus de trafic. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les initiatives françaises pour aller
soit apporter du matériel, soit récupérer les Ukrainiens, doivent être signalés à l'ambassade de France en Pologne. Maintenant, c'est très cadré et c'est pas plus mal, ça évite les dérapages. Ça, je voulais dire parce qu'il y a un certain nombre d'Ukrainiens qui ont été victimes de ces trafics. Madame Bernard glissait dans sa prise de parole que peut-être ces enfants ukrainiens que nous allons accueillir allaient permettre de maintenir certaines écoles rurales. Là-dessus, vous aviez un petit bémol à apporter. Non, pas du tout. Il faut savoir à quel endroit on accueille les gens. Il faut que derrière, ils puissent vivre au quotidien aussi. Oui, bien sûr. Alors, le seul souci, dans des départements ruraux comme la Creuse, mais comme beaucoup de départements de Nouvelle-Aquitaine, il y a un gros problème de mobilité. Donc, ça va être assez difficile de dispatcher, entre guillemets, les Ukrainiens qui vont arriver dans les toutes petites communes. Il va falloir forcément travailler à un gros groupement à un moment donné, de façon à ce que... Parce que si vous mettez une famille ukrainienne, effectivement, elle va être très très bien isolée en pleine campagne, mais encore faudrait-il qu'elle puisse avoir accès un minimum aux services. On va dire que l'école, quand elle existe, effectivement, ça va permettre à d'autres enfants de venir, et puis peut-être, effectivement, comme on a dit tout à l'heure, de maintenir des classes ouvertes. Ça, faut pas se le cacher. Mais ça ne suffira pas, si vous voulez. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de services pour que ces gens-là puissent vivre décemment et puissent avoir des contacts avec d'autres personnes. Madame Karulina, comment est-ce que vous imaginiez votre arrivée en France de ce point de vue ? Donc, j'imagine que je vais y rester pas pour longtemps parce que l'Ukraine me manque beaucoup, mes collègues me manquent beaucoup. Mais je vais faire tout mon possible pour être utile et aider les autres à pouvoir s'installer ici. Là, vous êtes avec votre fille, vous allez la scolariser, j'imagine, peut-être l'est-elle déjà ? On va l'inscrire dans une école, je m'inquiète beaucoup, je comprends bien que le système c'est tout à fait différent, je me pose des questions, mais je comprends bien que ça va lui faire du bien, et rien de plus. Il faut qu'on continue la vie, si on s'arrête, donc il y aura rien de positif. Il faut qu'elle trouve des amis, il faut qu'elle parle, qu'elle s'exprime, qu'elle continue sa vie. C'est pour ça que je suis venue ici. C'est pour elle que j'ai fait tout ça. Pour la mettre en sécurité et lui offrir de la sérénité. Monsieur Reynaud, la préfecture, ça va être le second volet de votre mobilisation, vous demande d'ores et déjà de préparer cet hébergement à l'heure d'urgence. On en disait quelques mots il y a quelques instants. Oui, on nous demande en fait d'être prêt, d'anticiper l'arrivée un peu plus importante de réfugiés ukrainiens, donc de préparer déjà les matériels que nous disposons en temps normal, pour généralement plus pour des catastrophes naturelles ou techniques que l'on pourrait avoir au niveau de la Vienne, mais de mettre en place, en effet, d'être prêt à mettre en place des centres d'hébergement d'urgence qui seraient bien entendu des solutions temporaires, dans l'idée de pouvoir reloger un peu plus confortablement ces familles, mais en tout cas de pouvoir déjà dans un premier temps les accueillir décemment. Madame Bernard, on voit là qu'il y a un élan massif pour ces personnes. Est-ce que c'est pas un peu rageant de voir une telle masse inédite, me disait Monsieur Reynaud en préparant cette émission, quand pour d'autres réfugiés, ce n'est pas le cas ? Oui, effectivement, nous, ça nous fait mal au cœur de voir que ça fait des années maintenant qu'on voit ces gens qui traversent la Méditerranée sur des bateaux. Et ce sont ces jeunes-là, nous, qu'on accueille depuis 2016. Et on aimerait bien que l'administration française soit plus compréhensive par rapport à des personnes qui viennent, par exemple, de pays francophones, qui ne réussissent pas à obtenir l'asile, à être considérés comme des réfugiés. Mais quand on vient de Guinée, la Guinée, il y a régulièrement des troubles, on n'est pas en sécurité. Et à la base, c'est un pays très pauvre et très, très corrompu. Donc, c'est normal qu'un certain nombre de jeunes, quand ils perdent leur père ou leur mère, ils sont plus en sécurité dans leur pays, se lèvent et cherchent du travail ailleurs. Et donc, nous, on voit des jeunes qui ont besoin qu'on les aide. Or, on est face à une administration qui est extrêmement tatillonne, qui va leur demander de prouver qui ils sont. Et qui va regarder tous les détails des papiers en disant non, on n'est pas sûr. Pourquoi ces questions, on ne se les pose pas pour les Ukrainiens ?
Il y a l'urgence de la guerre qui Oui. agit évidemment, mais Oui. il y a des guerres aussi dans ces pays-là parfois. Mais j'espère tout à fait qu'on ne va pas se les poser pour les Ukrainiens. Mais voilà, je pense que la France doit s'ouvrir davantage et arrêter de remettre encore de la souffrance institutionnelle par-dessus les souffrances que ces personnes ont déjà connues. Parce que là, les jeunes qu'on accueille, nous, ils ont souvent traversé le désert, traversé la mer, et on les a quelquefois refoulés vers la Libye où ils se font torturer. Et donc, quand ils nous arrivent, on aimerait plutôt pouvoir les aider à se reconstruire. Et s'ils sont arrivés jusqu'à nous, c'est qu'ils ont une bonne pulsion de vie, c'est qu'ils ont de la force aussi. Hein. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire pour mais il faut quand même leur trouver une place dans les écoles. Il faut quand même qu'ils aient accès aux soins. Et il faut qu'on arrête de remettre en question sans arrêt leur identité. Et voir en eux une chance, comme on est en train d'en voir une C'est ça. pour les Ukrainiens. Retour en Pologne, la solidarité internationale s'intensifie toujours, on l'a dit, pour aider les réfugiés. L'association Pompiers Solidaires de Mérignac, en Gironde, a envoyé 2 bénévoles en mission d'observation. Voyez notre reportage auprès d'eux. Ces images à la frontière polonaise font le tour du monde depuis une semaine. Jérémy et Gaël, de l'association Pompiers Solidaires de Mérignac, sont arrivés sur place hier. Ils ont filmé la situation au poste frontière de Medica et à la gare de Przemyśl. On n'arrive pas à comprendre où vont tous les déplacés. Pour l'instant, on ne sait pas on ne connaît pas leur destination, c'est vrai. Des milliers de personnes arrivent en train ou en bus et doivent parfois attendre plusieurs jours avant d'être prises en charge. Ces pompiers solidaires viennent en complément des associations sur place, déjà bien organisées. Il y a une énorme solidarité qui a été mise en place. Ils ont déjà en amont un stock de couverture, de denrées alimentaires, de couches pour bébé, de tout ce qu'il faut quand on quitte son pays en état de guerre. Accompagnés d'un gynécologue et d'un chirurgien, ils ciblent plus spécifiquement les besoins des femmes qui composent l'essentiel des réfugiés. Il est évident que les femmes qui passent la frontière aujourd'hui sont de toute façon dans un état de vulnérabilité parce qu'elles laissent leur mari en Ukraine. Elles ont souvent des enfants avec elles. Parmi elles, il y a forcément des femmes enceintes, donc qui vont avoir besoin d'une prise en charge gynécologique et à un moment même d'accoucher. Les pompiers solidaires restent sur place jusqu'à vendredi pour faire l'état des lieux des besoins. Elena, qu'est-ce que vous imaginez pour la suite, pour vous et votre fils? Continuer à vivre. Grâce à qu'on est parti, on peut continuer à vivre, aller à l'école, travailler et vivre. On ne pourra pas vivre comme c'était avant, si vous voulez. C'est 2 vies en fait. La vie avant la guerre et la vie après la guerre. C'est les 2 vies différentes. Ça serait comme ça. Aujourd'hui, vous arrivez à être en lien avec votre mari, à échanger un peu Oui, on a une application sur portable, on se crée un petit SMS. Tu es vivant? Oui, tout va bien. Voilà. Oui, c'est des moments importants aussi pour votre fils d'avoir ces petits signaux Oui, il réguliers. filme tout pour son papa. Oui, bien sûr. Est-ce que vous espérez retourner dans votre pays? Vous imaginez De ça? Retourner plus tard? Ouais, bien C'est sûr. l'objectif? Ouais. Oui. Ça va reconstruire, bien sûr, que la terre, elle va être pas très très bonne les dernières années parce qu'il y a tout qui est tombé. J'avais vu les raquettes, les bombes, tout ça. Donc la terre, il faut reconstruire. Ouais, et après, on pourra venir, ouais, bien sûr, on voudrait. Ouais, bien sûr. Et C'est reprendre notre votre pays. métier, quel métier exercez-vous? C'est que j'étais avec mon petit enfant. Et après, il était tout le temps à la maison. Donc là, il était à l'école. Donc j'étais un petit peu avec lui parce que c'est l'adaptation pour l'école. Et sinon, j'ai un métier. C'est toute une histoire de ma vie. Parce que c'est une autre histoire. Vous n'êtes pas obligé de raconter si vous n'avez pas envie. C'est comme vous souhaitez. Oui, c'est notre histoire. Si vous voulez, je vous raconterai. Ouais, mais pas tout de suite. Voilà. Valentina, et vous, qu'espérez-vous? Vous imaginez un retour, bien sûr, vous l'espérez? Mais je pense que tous les Ukrainiens qui sont venus en France, on prévoit que c'est pas pour toute la vie, c'est pour un moment difficile. Les moments difficiles vont finir en Ukraine, j'en suis sûre. Et un jour, on va rentrer et on va renouveler le travail à l'école spécialisée.
en français et on pourra offrir à nos enfants ukrainiens la possibilité de pouvoir venir en France, découvrir ce pays fantastique et rester peut-être un jour pour les études supérieures. Donc on va offrir toutes ces possibilités à nos élèves ukrainiens. On s'approche de la conclusion de cette émission. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Monsieur Reynaud, pour vous, la première mesure à prendre pour pouvoir tenir là, ces prochains mois? C'est qu'en effet, comme il était dit tout à l'heure, que la générosité se poursuive, que ce soit dans les dons matériels, financiers, dans l'accueil de population, et de continuer cet effort-là, parce qu'en effet, on voit bien que malheureusement, ça va durer encore un certain temps et qu'on se doit, nous, peuple français, d'accueillir du mieux possible nos confrères ukrainiens le temps de cette guerre et leur permettre demain, le plus rapidement possible, de repartir dans leur pays. Monsieur Forgeron, même question? Non, écoutez, on est là pour accompagner tous ces pauvres gens qui arrivent en espérant que un jour ils puissent retourner dans leur pays qui va être complètement dévasté. Donc ça sera quand même assez difficile, mais c'est le seul souhait que je puisse faire aujourd'hui, c'est qu'ils puissent retourner un jour et reconstruire, parce que c'est avant tout une nation, et on voit bien avec tout ce qui se passe et la défense héroïque de tout un peuple, qu'effectivement ils tiennent absolument à leur terre, et c'est tout à fait normal. Et est-ce qu'on leur laissera le choix? Est-ce qu'à un moment ou un autre ils pourront revenir et ils pourront faire un jour dire que effectivement l'Ukraine est un État où ils peuvent vivre en liberté? C'est tout ce qu'on leur souhaite. Madame Bernard, à vous un mot de conclusion? Moi, j'ai surtout envie de dire, n'ayez pas peur. J'ai envie de dire ça. J'ai envie de dire aux Ukrainiens, ça va aller, ça va finir par aller. Un jour, ça sera derrière vous. J'ai envie de dire aux Guinéens, un jour, vous aurez une situation stable, ça ira. Et j'ai envie de dire aux Français, n'ayez pas peur. Ouvrons nos esprits. Voilà, soyons fraternels. Merci beaucoup infiniment à vous de vous être rendus disponibles pour cette émission. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Prenez soin de vous, soyez fraternels.